Justine regarda Lilian droit dans les yeux et dit, « Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui voudra d'une femme avec un enfant. » Elle ne discuta pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de sourire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son silence n'était pas une capitulation. C'était de la survie. C'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il se tenait au fond d'une église baignée de soleil, vêtu de noir comme s'il assistait à un enterrement. Son mariage. Non invité, sans remords, immobile. Il fixait l'homme à l'autel, celui qui tenait la petite main de sa fille, l'aidant à ajuster la couronne de fleurs qu'elle avait soigneusement choisie. Cet homme, celui qui souriait à sa fille comme si elle était la sienne, était tout ce que son ex avait juré qu'elle ne trouverait jamais. Et lorsqu'elle fit son premier pas dans l'allée, elle ne regarda pas l'homme au fond. Elle regarda l'avenir qui l'attendait devant. Elle s'appelait Lilian Evans. Elle était mère, survivante, et aujourd'hui, elle devenait épouse. Mais avant que quiconque puisse la voir dans une robe blanche, les yeux pleins de joie, il fallait savoir ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Il fallait savoir ce qui s'était passé avant le sourire. Parce que ça n'avait pas commencé à l'hôtel. Ça avait commencé par un cœur brisé. Un bébé sur la hanche et un homme qui pensait qu'elle était trop abîmée pour être aimée. Laissez-la vous raconter ce qui s'est passé. Pendant longtemps, elle pensa que survivre était la même chose que vivre. Après le départ de Justine, tout semblait avancer au ralenti. Elle avait 26 ans, une nouveau-née, pas de diplôme universitaire et une pile de factures qui menaçaient de l'engloutir. Elle enchaînait les doubles services dans un petit restaurant. Les matins à verser du café pour les ouvriers du bâtiment. Les soirs à nettoyer du ketchup sur les banquettes et à plier des crayons à moitié utilisés dans son tablier. Mais même les jours les plus durs, quand sa poitrine se serrait d'épuisement et de doute, elle rentrait chez elle et voyait le visage de sa fille, Émilie. Elle avait les yeux de Justine, grands, profonds, presque trop sérieux pour un bébé. Mais ils s'adoucissaient quand elle la regardait, comme si elle savait qu'elles étaient dans le même bateau. Elle vivait dans un appartement de 2 chambres, dans un immeuble où le chauffage fonctionnait quand il en avait envie. Sa chambre avait une lampe sans abat-jour, un matelas au sol et une photo encadrée d'elle et Émilie à l'hôpital. C'était tout. Mais c'était à elle. On parlait toujours de la maternité comme d'une magie, d'un amour inconditionnel. Et oui, il y avait du vrai là-dedans. Mais personne ne parlait du silence, celui qui s'installait quand le bébé dormait enfin et qu'elle se retrouvait seule avec ses pensées. Ce silence la dévorait. Elle saignait encore, au sens figuré comme au sens propre, quand Justine était partie. Ils avaient été amoureux au lycée, le genre de relation qu'on qualifie de folle avec nostalgie. Il aimait l'excitation, le chaos. Mais quand la responsabilité avait frappé, il avait fui. Il avait dit qu'il n'était pas prêt à s'engager. Et dans sa version de l'histoire, c'était elle qui l'avait piégé. Ses dernières paroles avant de claquer la porte résonnaient encore dans son esprit, « Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui voudra d'une femme avec un enfant. » Pendant un temps, elle l'avait cru. Ce n'était pas qu'elle ne voulait plus d'amour. Elle pensait simplement qu'elle ne le méritait pas. Sa mère, Victoria, essaya de la sortir de cette spirale. C'était le genre de femme qui ne perdait pas de temps à enrober les choses. Quand Lilian lui confia qu'elle avait l'impression d'avoir échoué, Victoria la regarda droit dans les yeux et dit, « Tu n'as pas échoué. Tu t'es débarrassée de quelqu'un qui ne méritait pas le meilleur de toi. » Victoria commença à passer une fois par semaine avec des sacs de courses et des vêtements pour Émilie trouvés en solde. Elle prétendait être juste dans le coin, mais Lilian savait qu'elle veillait sur elle. Puis il y avait son jeune frère, Nathan. Grand, mécanicien, avec l'éventail émotionnel d'un golden retriever. Il n'était pas doué pour les grandes discussions, mais il passait toujours avec des pizzas surgelées et des blagues idiotes. Une nuit, après qu'Émilie se fût endormie, il lui dit, « Tu fais du super boulot. Ne laisse pas la voix de ce loser squatter ta tête gratis. » Ça l'aida. Pas d'un coup, but petit à petit. Lentement, elle cessa de mesurer sa valeur à travers le regard de Justine. Elle commença à se montrer présente pour elle-même, comme elle l'était pour Émilie. Pourtant, sortir avec quelqu'un semblait impossible. Elle essaya quelquefois. Un homme la ghosta dès qu'elle mentionna qu'elle avait une fille. Un autre dit qu'il respectait son courage, mais qu'il ne voulait pas jouer les papas.
Ça faisait plus mal qu'elle ne l'admettait à voix haute, alors elle arrêta d'essayer. Son cœur était verrouillé, et Émilie devint son univers. Émilie grandissait vite, curieuse, intelligente, bruyante dans le meilleur sens du terme. Elle appelait Lilian sa meilleure amie et disait à tout le monde dans sa classe de maternelle que sa maman pouvait battre les méchants. Lilian commença à croire qu'elle en était vraiment capable. Elles allaient bien. Pas glamour, pas romantique, mais en sécurité. Jusqu'au jour où elle rencontra Nicolas. C'était lors d'une collecte de fonds à l'école d'Émilie. Elle portait une boîte de jus de fruits et de mini-muffins quand elle sentit quelqu'un la lui prendre des bras. Elle se retourna, et il était là, grand, avec un sourire doux et des yeux marrons chaleureux. « On dirait que tu vas tout faire tomber, » dit-il. Elle lui adressa un sourire poli, prête à dire merci et à s'éloigner. Mais Émilie accourut et tira sur son chemisier. « Maman, c'est qui ?» Nicolas s'agenouilla à sa hauteur sans hésiter et dit « Salut, je m'appelle Nicolas. »« Et toi, c'est quoi ton nom ?» Elle sourit et cria « Émilie », avant de se cacher derrière la jambe de sa mère. Il se releva et regarda Lilian, toujours souriant. « Elle est géniale. » Et pour la première fois depuis longtemps, Lilian sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une étincelle de chaleur, de possibilité. Elle ne savait pas alors que cet homme, cet inconnu aux yeux bienveillants, serait celui qui réécrirait tout ce que Justine lui avait fait croire sur elle-même. Mais elle allait bientôt le découvrir. Elle n'appela pas ça un rendez-vous au début. Après la collecte, elle et Nicolas commencèrent à parler davantage, de petites choses, se croisant à l'heure de la sortie, discutant dans le couloir. Il faisait souvent du bénévolat à l'école. Lilian apprit plus tard qu'il était infirmier pédiatrique et avait un faible pour les enfants sans figure paternelle forte. Elle se demanda s'il avait déjà vu ce vide dans la vie d'Émilie avant même qu'elle n'en parle. Il ne forçait jamais, ne posait pas de questions indiscrètes, mais il écoutait. Émilie, elle, et les choses qu'elle ne savait même pas qu'elle disait. La première fois qu'ils déjeunèrent ensemble, il apporta 2 sandwichs et s'assit avec elle sur un banc devant l'école pendant qu'Émilie jouait. Elle grimpait sur les barres de singe et criait « Maman, regarde », toutes les 5 secondes. Lilian s'excusait sans cesse pour les interruptions, mais Nicolas riait à chaque fois. « J'aime qu'elle veuille qu'on la voie », dit-il. « Ça veut dire que tu as fait quelque chose de bien. » Cette phrase fissura quelque chose en elle. Elle avait passé tellement de temps à se sentir en échec. Comme si chaque histoire du soir manqué ou chaque dîner au micro-ondes signifiait qu'elle était insuffisante. Mais cet homme regardait sa fille et voyait du succès au lieu d'une lutte. Pourtant, elle gardait ses défenses. Elle les avait baissées une fois, et ça l'avait presque détruite. Justine avait une manière de la faire se sentir choisie juste avant de lui rappeler qu'elle était jetable. Ce genre de choc émotionnel, elle ne voulait plus jamais le ressentir. Et pourtant, au fil des semaines, alors que Nicolas continuait à se montrer présent aidant Émilie avec ses devoirs, réparant la porte d'armoire cassée dans sa cuisine, restant avec elle les jours difficiles, elle se sentit s'ouvrir. Ce n'était pas une romance fulgurante. C'était stable, bienveillant, construit brique par brique. Mais juste au moment où elle commençait à croire que c'était peut-être réel, Justine revint. Ça commença par un texto, toujours dans ce trou à rats ? Besoin que je prenne Émilie pour un week-end ? Elle ne répondit pas. Une semaine plus tard, il se présenta à sa porte sans prévenir. Émilie n'était pas là, Dieu merci. Il dit qu'il était dans le coin et voulait récupérer une vieille boîte de ses affaires qu'elle avait encore dans le placard. Elle la lui tendit sans dire grand-chose. Puis, juste au moment de partir, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Alors, tu vois quelqu'un maintenant ?» demanda-t-il. « J'ai entendu par Jenna que tu jouais à la famille avec un mec. » Elle ne répondit pas. Il ricana, s'appuyant contre le chambranle comme s'il possédait encore l'espace. « Tu sais que rien de tout ça n'est réel, hein ? Il s'ennuie, c'est tout. Aucun mec ne veut vraiment élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, il partira. Ils le font tous. » Elle serra la poignée de la porte si fort que sa paume lui fit mal. « T'as fini ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Je veux juste t'aider à ouvrir les yeux. » Puis il partit en sifflotant, comme s'il n'avait pas juste déversé du poison dans son cœur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Nicolas appela,
demanda si elle allait bien. Elle mentit, disant qu'elle était juste fatiguée. Mais la vérité, c'est que les mots de Justine avaient trouvé les fissures dans sa confiance et s'y étaient enfoncés profondément. Et s'il avait raison? Et si tout ça n'était que temporaire? Le lendemain, Nicolas arriva avec des donuts pour Émilie et du café pour elle. Il l'embrassa sur la joue et demanda « T'es sûre que ça va ?» Elle le regarda, vraiment. Ses yeux n'étaient pas seulement bienveillants. Ils étaient certains. Il ne la faisait jamais se sentir comme un plan B ou un cas de charité. Il la faisait se sentir choisie. Alors elle lui raconta tout. Justine, ce qu'il avait dit, la peur qu'elle n'arrivait pas à chasser. Nicolas ne broncha pas. Il posa le café, prit ses deux mains et dit « Je ne suis pas là par pitié, Lilian. Je suis là parce que j'aime qui tu es, et j'aime déjà Émilie. Je n'ai pas besoin qu'elle soit de mon sang pour être à elle par choix. » Elle pleura plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Ce moment n'effaça pas complètement la peur, mais il lui donna quelque chose de plus fort. La preuve que l'amour pouvait être sûr, qu'elle n'était pas inaimable, qu'Émilie et elle n'étaient pas juste les bagages de quelqu'un. Pourtant, au fond de son esprit, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que Justine n'en avait pas fini. Et elle avait raison. Elle avait toujours pensé que les grands changements de vie arrivaient comme un éclair. Soudain, bruyant, impossible à ignorer. Mais le moment où elle sut qu'elle était prête à choisir l'amour à nouveau n'était pas bruyant. Il était calme. C'était un mardi. Émilie s'était endormie sur la poitrine de Nicolas après le dîner. Ils étaient assis sur son vieux canapé usé, la télévision diffusant un vieux dessin animé qu'Émilie n'avait pas fini. Nicolas baissa les yeux sur elle et murmura « Je ne crois pas avoir déjà ressenti ce genre de paix auparavant. » Et elle sut, à cet instant, que ce n'était pas juste une relation. C'était un foyer. Et elle voulait le construire intentionnellement, de ses deux mains, sans peur. Le lendemain matin, elle dit à Nicolas qu'elle était prête, qu'elle n'était pas juste reconnaissante pour ce qu'il apportait dans leur vie. Elle le voulait dans leur vie pour toujours. Il ne répondit pas par un discours. Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste et dit « J'espérais que tu dirais ça. » Il portait cette bague depuis des semaines, attendant, espérant qu'elle trouverait son propre chemin vers l'endroit où il était déjà arrivé. La bague était simple, un anneau en or avec un petit diamant éclatant. Mais ce qui lui serra le cœur, c'était le nom d'Émilie gravé à l'intérieur, à côté du sien. Ce soir-là, elle parla à Émilie. Elle n'était pas sûre que sa fille comprendrait tout le poids de ce que cela signifiait. Mais quand elle dit que Nicolas allait faire partie de leur famille pour toujours, Émilie hurla et se jeta dans ses bras. « Ça veut dire que je peux le garder ?» Il sourit et répondit « Si tu veux bien de moi. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs et d'incrédulité. Sa mère était aux anges, soulagée, honnêtement. Lilian pensait qu'une partie d'elle avait toujours craint qu'elle ne se ferme à l'amour pour toujours. Nathan plaisanta en disant que Nicolas devait passer un contrôle d'antécédents et une compétition de Super Mario avant qu'il ne l'accueille officiellement dans la famille. Ils optèrent pour un petit mariage. Rien d'extravagant, juste les gens qui comptaient. Une chapelle aux fenêtres baignées de soleil, une musique douce et Émilie comme petite fille d'honneur. Mais même alors que la joie s'installait dans ses os, une petite voix murmurait encore les mots de Justine du passé. Elle attendait que l'autre chaussure tombe, que tout s'effondre. Le traumatisme ne disparaissait pas comme ça. Il persistait, attendant une fenêtre ouverte. Et cette fenêtre s'ouvrit la veille du mariage. Lilian trouva un vieux journal en faisant ses bagages pour l'hôtel. À l'intérieur, elle vit une lettre qu'elle s'était écrite la nuit où Justine était partie. L'écriture était brouillonne, pleine de colère et de chagrin. Elle l'avait écrite dans le noir pendant que sa mère pleurait dans la pièce d'accent grave côté. « Je ne sais pas si quelqu'un voudra de moi un jour », avait-elle écrit. « Je ne sais pas si je ferai à nouveau confiance à quelqu'un, mais je dois continuer à respirer. Je dois rester en vie pour elle. » Elle lut cette phrase 3 fois. Puis elle s'assit au bord de son lit et tint cette version brisée d'elle-même dans ses mains. Elle aurait aimé pouvoir serrer cette fille dans ses bras et lui dire que tout irait bien. Que l'amour qu'elle ne croyait pas possible était en route. Qu'un jour, elle porterait une robe blanche et marcherait vers quelqu'un qui voyait chaque partie d'elle et ne reculait jamais. Au lieu de cela, elle arracha la page et la déchira en deux.
Victoria entra quelques minutes plus tard. Elle vit ses yeux rouges et s'assit à côté d'elle sans poser de questions. « Tu penses à lui, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Elle hocha la tête. « Il t'a pris beaucoup » dit Victoria. « Mais tu as continué à te montrer. Et demain, tu vas marcher vers un homme qui donne sans prendre. Ne laisse pas le fantôme de celui qui t'a fait du mal s'asseoir au premier rang de ton bonheur. » Ce fut la dernière fois qu'elle pensa à Justine cette nuit-là. Jusqu'au lendemain matin. Elle se préparait, sa robe à moitié zippée, quand Victoria entra dans la suite nuptiale. Son visage était tendu. Elle tenait son téléphone, les lèvres pincées. « Il est là » dit Victoria. Justine. Dernier rang, seul. Pendant un instant, tout se figea. L'air semblait plus fin. Mais alors Émilie passa la tête dans l'embrasure, déjà vêtue de sa petite robe de fille d'honneur. Elle tournoyait, riait, tenant le petit panier blanc que Lilian l'avait laissé choisir. Lilian prit une profonde inspiration. Justine pouvait s'asseoir où il voulait. Il pouvait regarder. Il pouvait regretter. Mais ce n'était pas lui qui l'attendait à l'hôtel. L'homme qui était là ne regardait pas son passé. Il attendait leur avenir. Et elle n'allait pas être en retard. L'église sentait le lys et le vieux bois. La lumière traversait les vitraux, peignant des couleurs douces sur les bancs. Tout semblait immobile, sacré, comme si le temps s'était arrêté juste pour eux. Elle se tenait derrière les lourdes portes en bois, sa main serrant celle d'Émilie. Émilie leva les yeux vers elle, émerveillée et pleine d'excitation. « T'es prête, maman » demanda-t-elle. Lilian n'était pas sûre si elle parlait de la marche ou de la vie qui suivrait, mais elle sourit et murmura « Oui, ma puce, je suis prête. » Victoria se tenait sur le côté, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Nathan lui fit un clin d'œil et articula « Respire ». La musique commença, un piano doux, le genre qui lui gonflait la poitrine. Les portes s'ouvrirent. Émilie fit le premier pas, jetant des pétales de son panier comme si elle lançait de la magie. Ses boucles rebondissaient à chaque saut. Tous les visages dans la salle fondirent en sourires. Et puis elle le vit. Nicolas. Il était à l'hôtel, dans un costume gris ardoise. Ses mains étaient jointes devant lui, ses yeux fixés sur les siens. Il ne sourit pas tout de suite. Il regarda, vraiment, comme si elle était quelque chose qu'il avait attendu toute sa vie de voir. Ça aurait dû être la seule chose qu'elle remarquait. Mais juste derrière le dernier rang des invités, appuyé contre le banc du fond, il y avait Justine. Pas de costume, pas de sourire, juste une veste noire, les mains dans les poches, la mâchoire crispée. Il ne regardait pas Émilie. Il ne regardait pas Victoria ou Nathan. Il regardait Nicolas. Il y avait quelque chose de vide dans son visage. Pas de rage, pas de tristesse, juste une sorte d'incrédulité choquée. Comme si le monde qu'il contrôlait autrefois avait continué sans lui. Pendant un instant, elle se figea. Ses pieds refusaient de bouger. Ses doigts se crispèrent sur le bouquet. Elle se souvenait de tout. Ses mots, sa voix, la manière dont il l'avait fait se sentir comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Puis Émilie se retourna au bout de l'allée. Elle tendit sa petite main et appela « Viens, maman, il t'attend ». Et juste comme ça, elle avança. Pas à pas, elle marcha vers l'homme qui l'avait choisi les bras ouverts, pas les poings serrés. L'homme qui voyait une mère célibataire et ne reculait pas. L'homme qui avait appris par cœur l'histoire préférée d'Émilie pour le coucher. L'homme qui était resté debout toute une nuit à coudre un bouton sur le lapin en peluche d'Émilie parce qu'elle pleurait quand il s'était cassé. Quand elle atteignit l'hôtel, Nicolas s'avança. Il ne chercha pas un signal. Il prit la main d'Émilie dans une des siennes, puis tendit l'autre vers Lilian. Cet instant semblait figé dans la lumière. Puis, sans un mot, Nicolas s'agenouilla. Pas pour faire sa demande ça, c'était déjà fait. Il s'agenouilla pour Émilie. Émilie Ray, dit-il doucement, je sais que je ne suis pas ton papa, mais je t'aime comme si je l'étais. Et si tu veux bien de moi, je serais honorée d'être à toi pour toujours. Elle regarda sa mère avec de grands yeux, puis le regarda lui. Est-ce que je peux dire oui, demanda-t-elle. Il sourit. Absolument. Elle hocha la tête si fort qu'on aurait cru qu'elle allait se décrocher. Oui. Il se leva,
embrassa le haut de sa tête, puis se tourna vers Lilian. « J'ai mes 2 filles maintenant, murmura-t-il. Elle ne pleura pas. Elle pensait qu'elle le ferait. Elle s'y attendait. Mais à la place, elle sourit si fort que ça faisait mal. Le reste de la cérémonie fut flou sur les bords. Elle se souvenait des vœux, des bagues, de la chaleur des mains de Nicolas dans les siennes. Elle se souvenait du baiser, des acclamations, de la manière dont Victoria applaudissait comme à un concert et dont Nathan cria « Enfin !» à travers l'allée. Mais surtout, elle se souvenait du visage de Justine. Il ne dit jamais un mot, ne bougea pas, se contentant de regarder. Comme un homme réalisant qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait même pas su apprécier. Elle ne regarda plus en arrière. Ni pendant la sortie de l'allée, ni pendant la réception, pas une seule fois. Parce que la vérité, c'est que ce jour-là n'était pas pour prouver que Justine avait tort. C'était pour prouver qu'elle avait raison. Qu'elle était digne. Que Émilie et elle n'étaient jamais des bagages. Que leur histoire d'amour ne s'était pas terminée quand quelqu'un était parti. Elle avait commencé quand quelqu'un était entré et était resté. La maison était calme. Émilie s'était enfin endormie, blottie dans son nouveau pyjama rose, portant encore la couronne de fleurs en plastique du mariage. Nicolas l'avait bordée pendant que Lilian se lavait le visage, encore abasourdi que tout ait réellement fonctionné. Elle resta dans l'embrasure de la porte et regarda sa fille respirer pendant 1 minute. Elle se demandait autrefois à quoi ressemblerait la sécurité. Pas celle où on vérifie les serrures 3 fois ou on verrouille son cœur au cas où quelqu'un essayerait de s'y faufiler. Elle parlait de celle où les épaules s'abaissent sans qu'on s'en rende compte. Où respirer ne semble pas être une tâche. Cette nuit-là, elle comprit enfin. Après qu'Émilie se fut endormie, elle et Nicolas s'assirent sur la terrasse arrière, sous une guirlande de lumière douce que Nathan avait aidé à installer. Elle était encore dans sa robe de mariée. Il était en manche de chemise, sa cravate à moitié défaite. Il tendit la main et prit la sienne, son pouce caressant la bague. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Mieux que ça. Et elle l'était. Mais il avait fallu du temps pour en arriver là. Il avait fallu de la douleur, du doute, de la déception. Il avait fallu des nuits tardives seule avec un bébé qui pleurait et la voix d'un homme qui avait essayé de la convaincre qu'elle était brisée. C'est ça qu'on ne dit pas sur la guérison. Ça ne ressemble pas toujours à une transformation. Parfois, ça ressemble juste à survivre un jour de plus, tenir jusqu'au lendemain matin. Choisir de ne pas répondre aux textos. Choisir de ne pas croire la pire chose qu'on ait jamais dite sur vous. Justine ne resta pas après la cérémonie. Il s'éclipsa juste après les vœux, avant le gâteau, avant la danse. Elle ne le vit pas partir. Et honnêtement, elle n'en avait pas besoin, parce qu'elle l'avait déjà laissé derrière elle des années auparavant. Bien avant le mariage, bien avant la bague. Le vrai adieu avait eu lieu quand elle avait cessé de laisser sa voix être plus forte que la sienne. Elle pensait autrefois qu'elle avait besoin d'une clôture, d'une fin dramatique, d'une confrontation finale où elle dirait tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Mais la vérité, c'est que la clôture ne venait pas toujours d'une conversation. Parfois, elle ressemblait à une petite fille riant en dansant sur les chaussures de son beau-père. Parfois, elle sonnait comme une mère disant « Je suis fière de toi », sans hésitation. Parfois, elle ressemblait à être allongée dans un lit à côté de quelqu'un qui prenait sa main même dans son sommeil. C'était ça, la clôture. C'était ça, la guérison. À la réception, Nathan se leva pour porter un toast. Elle s'attendait à quelque chose de ridicule et il avait raconté une blague de toc-toc à l'enterrement de leur grand-mère. Mais à la place, il leva son verre et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, à ceux qui restent, ceux qui se montrent, ceux qui ramassent les morceaux qu'ils n'ont pas cassés et choisissent quand même d'aimer chaque cicatrice. À Nicolas, pour être un vrai homme. Et à Lilian, pour prouver qu'on n'a pas besoin d'être sauvé pour être aimé. Elle pleura alors, plus fort qu'elle ne l'avait fait de toute la journée, parce qu'il avait raison. Elle n'avait pas attendu d'être sauvée. Elle s'était sauvée elle-même. Elle avait tenu bon quand elle pensait s'effondrer. Et elle n'avait pas juste survécu. Elle avait construit quelque chose de mieux. Un foyer, une famille, un avenir. Justine avait tort. Quelqu'un voulait d'une femme avec un enfant. Mais pas n'importe qui. Quelqu'un de fort, de bienveillant,
qui voyait qu'Émilie n'était pas un fardeau, mais un cadeau. Et que Lilian n'était pas brisée, elle se reconstruisait. Si quelqu'un regardait cela et avait cru au mensonge qu'il était trop abîmé, trop compliqué, c'était pour eux. Il n'était pas trop pour la bonne personne. Il n'était pas un second choix. Il n'était pas leur passé. Ils étaient les auteurs de leur prochain chapitre. Et parfois, la meilleure partie de l'histoire commençait après que la personne qui ne les méritait pas avait cessé de lire. Alors oui, Justin était là. Mais il n'a pas vu une tragédie. Il a vu un miracle dont il s'était détourné. Et elle n'a pas fait de signe. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste continué à marcher vers la vie qu'il avait dit qu'elle n'aurait jamais. Et enfin, elle est devenue la femme qu'elle était toujours destinée à être.